tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par l'accroissement du conflit, par l'intensification du conflit au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Au moment où j'enregistre ce podcast, donc vendredi aux alentours de 17h, se tient actuellement une réunion entre une délégation européenne et iranienne en Suisse, pour essayer de trouver une première voie de négociation avec évidemment ce qui est le plus scruté par les marchés, surtout la position américaine. Position israélienne, on la connaît, la position américaine est beaucoup plus incertaine. On a eu en tout cas ces dernières 24 heures des propos d'un côté de Donald Trump qui indiquait que qu'il y avait un potentiel de négociation qui était substantiel. Donc ça, c'est les propos de Donald Trump. De son côté, un des officiels iraniens a expliqué que l'Iran pouvait faire certaines concessions en quelque sorte sur l'enrichissement de l'uranium, mais qu'aucun enrichissement de l'uranium était une position qui serait inacceptable. Donc voilà les positions des uns et des autres, et sachant que donc, les marchés, eux, sont suspendus à l'intervention ou non militaire américaine dans la zone. Donc ça a été un des principaux thèmes de la semaine, mais pas le seul. On va expliquer après quels ont été les autres éléments à retenir, et on verra ensuite ce qui nous attend la semaine prochaine. Mais c'est clair que le week-end qui s'ouvre dans quelques heures va uniquement être scruté par rapport à la situation géopolitique et par rapport à la position et à l'évolution de la position américaine, sachant que Donald Trump a indiqué qu'il prenait sa décision par rapport à d'éventuelles frappes en Iran sous une à 2 semaines. Donc les marchés composent avec cet environnement. Ça se traduit par un prix du pétrole qui remontait ces derniers jours sur des niveaux, aussi bien que pour le Brent, donc pour la partie le Brent de la mer du Nord, ou pour le WTI, qui est donc le baril américain. On a remonté sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis janvier-février à peu près. C'est pas non plus une flambée des cours du pétrole, il faut être bien précis dans les termes qu'on emploie. Cependant, c'est quand même une hausse qui est non négligeable. Ça influence un petit peu les taux également. Du coup, on voit que on se parle, le taux 10 ans américain est remonté au-delà de 4,4%. Alors, encore une fois, il pourrait être plus haut dans ce genre d'environnement-là, mais on voit malgré tout qu'effectivement, ce qui se passe d'un point de vue matière première influence un petit peu les taux. C'est quand même très léger. Là aussi, ça pourrait être plus important. Mais pourquoi d'ailleurs on note que finalement les taux américains ou européens ne se sont pas enflammés après ce rebond du pétrole? Bon, déjà parce que le rebond du pétrole, il est quand même important, mais il n'est pas plus spectaculaire que ça. Et puis ensuite parce qu'il y a une espèce d'affrontement en ce moment entre d'un côté ce qui peut tirer les taux à la hausse, à savoir les questions budgétaires américaines. On rappelle que le Big Beautiful Bill de Trump, ce projet de loi de finances pour les prochaines années, doit toujours passer l'étape du Sénat, n'a toujours pas été voté, mais donc toujours source de fortes négociations et donc d'incertitudes, et notamment d'incertitudes sur la trajectoire budgétaire américaine dans les années qui viennent. Donc ça, c'est plutôt des facteurs qui soutiennent les taux américains, mais dans le mauvais sens, qui font que les taux américains restent donc plutôt élevés. Il y a ensuite la question pétrolière, on vient d'en parler, et puis ensuite, et ça c'est un des gros sujets de la semaine qui a eu lieu, un des gros événements, la réunion de la Fed avec une position toujours de statu quo de la part de Jérôme Powell, toujours pas la porte qui s'ouvre pour baisser les taux, et une porte qui, d'après ce qu'on a entendu donc mercredi soir, ne s'ouvrira pas, sauf accident majeur, qui ne s'ouvrira pas en juillet, quand aura lieu la prochaine réunion de la Fed. Vous savez qu'ensuite en août il n'y a pas de réunion, il y a simplement le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, donc aux États-Unis, à la fin du mois d'août, et la réunion d'après sera en septembre. Donc normalement, d'après ce qu'on a entendu de Jérôme Powell le mercredi soir, pas de baisse de taux prévue le mois prochain, et ensuite effectivement les marchés sont plutôt en train de lorgner sur le mois de septembre pour la première baisse de taux, et Jérôme Powell qui a enfoncer le clou, j'ai envie de dire, sur la question du risque de rebond de l'inflation. Il a même dit qu'il s'attendait à une hausse significative de l'inflation dans les mois qui viennent, liée à la question des taxes douanières de l'administration américaine. Et donc, expliquant que dans cet environnement-là, il n'y a pas actuellement la marge de manœuvre nécessaire pour reprendre les baisses de taux. Et il a
fait comprendre, Jérôme Powell, de manière claire, que c'est surtout donc cet environnement de taxes douanières qui rendait la visibilité mauvaise pour la Fed, sous-entendant que s'il n'y avait pas eu ces questions, ou en tout cas si elles avaient été bien plus vite réglées, avec des accords plus rapides, négociations commerciales entre les États-Unis et d'autres pays, eh bien la visibilité de la Fed serait meilleure et probablement que des baisses de taux seraient déjà intervenues actuellement donc au cours du deuxième trimestre. Donc Jérôme Powell identifie, mais encore une fois, certains diront qu'il le fait de façon politique. Lui, c'est toujours défendu, ce qui a toujours été le cas de la Fed, d'avoir une position indépendante par rapport au pouvoir. Mais il dit clairement et il dit qu'il y a un fort consensus au sein de la Fed par rapport à cette position-là, que pour l'instant, la visibilité n'est pas suffisante. Et que justement, comme la Fed, vous savez qu'elle a publié cette semaine ses nouvelles projections trimestrielles par rapport aux anticipations de croissance, de chômage et d'inflation pour cette année, pour l'année prochaine et même l'année suivante, mais le tableau dans ces projections n'était pas extraordinaire. Pour résumer, la Fed a abaissé ses prévisions de croissance pour cette année par rapport aux prévisions précédentes, qui datent d'il y a un trimestre. Elle a un petit peu relevé ses prévisions de chômage et relevé assez sensiblement sa prévision d'inflation sous-jacente, la fameuse inflation core PCE, qui est la mesure de référence de la Fed pour décider de sa politique monétaire, en tout cas tout ce qui concerne les taux notamment. Donc, ces nouvelles projections et les propos de Jérôme Powell qu'on a eu ensuite sont alignés. Si la Fed projette qu'elle attend plus d'inflation qu'il en a actuellement d'ici la fin de l'année, effectivement, elle a assez peu de marge de manœuvre concernant les baisses de taux. Alors le marché considère quand même qu'il y a toujours, et je le pense aussi, qu'il y a toujours de la place pour une ou deux baisses de taux cette année, plutôt deux baisses de taux, si on en croit le positionnement d'une partie du marché, ce qu'on appelle les futurs sur les Fed Funds américains, qui donnent une vision des anticipations de marché sur le niveau des taux. Ils price deux baisses de taux, ces marchés, donc d'ici la fin de l'année, et donc potentiellement qu'une première baisse qui pourrait commencer en septembre. Donc ça, je pense qu'effectivement au second semestre, il y aura des baisses de taux, mais on voit bien que c'est pas assez rapide pour Donald Trump, qui a fortement encore attaqué ces derniers jours Jérôme Powell, déjà quelques insultes il y a quelques jours, et là, plus récemment, il dit qu'il faudrait carrément qu'il y ait 2,5 points de baisse de taux. Je rappelle que 2,5 points, c'est 250 points de base. 250 points de base, c'est donc l'équivalent de 10 baisses de taux de 25 points de base. Donc ce que Donald Trump demande, ni plus ni moins, c'est que la Fed procède immédiatement à l'équivalent de 10 baisses de taux. Donc évidemment, c'est complètement excessif. On connaît effectivement le personnage par rapport à ses propos, mais c'est vrai que ça accroît la pression sur la Fed. Et on voit qu'au sein de la Fed, même s'il y a un très gros consensus, c'est ce que Jérôme Powell nous a indiqué mercredi soir par rapport à la position attentiste de la Fed, certains, probablement par intérêt personnel, on pense à Christopher Waller, un des membres de la Fed, qui s'exprimait en cette fin de semaine, c'était une déclaration un peu surprenante, qui lui a clairement ne s'est pas aligné sur les propos de Jérôme Powell, expliquant, d'après donc Christopher Waller, un des membres de la Fed, donc, qu'il y avait en gros que la Fed devait commencer à considérer une première baisse de taux en juillet, que les effets des taxes douanières seraient ponctuels, donc que la Fed avait la capacité de baisser les taux et ensuite de voir ce qu'il en est par rapport à l'inflation. Voilà, il a clairement, il s'est aligné par rapport à la position de Donald Trump finalement. Est-ce qu'il cherche une forme de privilège ou d'avantage quand il faudra que Donald Trump choisisse le nouveau président de la Fed l'année prochaine? Probablement qu'il y a effectivement derrière ces choix peut-être moins de la conviction que peut-être plus un positionnement politique de Christopher Waller, qui est en tout cas un des seuls qui jusqu'à présent s'est montré aussi à l'écart des positions de Jérôme Powell publiquement. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la réunion de la Fed. On a également les chiffres économiques qui ont été publiés cette semaine aux États-Unis qui étaient relativement moyens. On a eu par exemple sur les mises en chantier, on arrive à des niveaux qu'on n'ait pas vus depuis la pandémie de Covid. Alors pas le point bas de la pandémie non plus, mais il faut remonter à 2020 pour retrouver aussi peu de mises en chantier aux États-Unis. Et ça effectivement on voit qu'il y a un effet lié à la structure du marché immobilier d'abord, mais aussi probablement des effets liés au niveau des taux. Quand on parle des taux qui restent élevé aux États-Unis pour les sujets qu'on a expliqués, donc question de manque de visibilité sur la trajectoire budgétaire, pas mal d'incertitudes sur les négociations en cours au Sénat par rapport au projet de loi de Trump, la dégradation il y a quelques jours ou semaines maintenant de la note américaine par une agence de notation. Voilà, cet environnement de taux, puis la Fed qui ne bouge pas, donc sa position, puis le pétrole qui rebondit maintenant, ça génère un environnement de taux qui reste élevé, et ça évidemment, ça renchérit les coûts de crédit immobilier aux États-Unis, ça renchérit aussi les coûts de crédit consommation.
Et on a vu cette semaine donc plusieurs statistiques nettement en dessous des attentes, hein. Par exemple les ventes au détail aux États-Unis, donc ça c'est un baromètre important, un élément important. C'est désormais le deuxième mois consécutif que les ventes au détail se replient aux États-Unis. Moins 0 en avril, moins 0,9 en mai, avec des stats immobilières qui restent relativement moyennes. On a aussi eu en cette fin de semaine un indicateur qu'on appelle le LEI, c'est Leading Economic Indicator, donc qui est mesuré par le Conference Board, donc c'est une synthèse des indicateurs avancés. C'est le 6e mois consécutif que cet indicateur se replie, et d'après le Conference Board, donc cet enchaînement de repli de ce LEI, donc ce fameux indice, eh bien ça peut être le signe qu'effectivement les craintes de récession se renforcent. Et vous savez qu'on les avait un petit peu évacuées, ces craintes de récession. Il y avait le PIB négatif au premier trimestre, là on price un PIB positif au deuxième trimestre, enfin on price ces estimations qui sont faites, mais ça veut peut-être dire que sur le deuxième semestre, des surprises économiques sont à attendre, et ça va un peu dans le sens de ce qu'on voit dans la révision à la baisse des prévisions de croissance de la part à la fois de l'OCDE, du FMI, de la Banque mondiale plus récemment. Voilà, il y a quand même un faisceau de présomptions sur un ralentissement de la croissance américaine dans les mois qui viennent, et ces indicateurs-là, notamment ceux du Conference Board dont on vient de parler, vont aussi un peu dans ce sens-là. Donc effectivement, la question de la récession, elle n'est pas en train de revenir plein pot, mais il semble quand même que un spectre d'éléments, un faisceau d'éléments plutôt, qui pointe quand même vers un ralentissement de la croissance américaine dans les mois qui viennent. Voilà ce qu'on peut retenir donc de cette semaine sur les marchés. Juste quand même côté européen, une bonne nouvelle malgré tout, il n'y a pas quand même une nouvelle négative heureusement. Du côté de l'Allemagne notamment, on a eu un indice ZIU, qui est l'indice du climat des affaires, du sentiment économique en Allemagne, un indice ZIU qui a rebondi plus fortement qu'attendu, et on voit ce sentiment sur l'Allemagne qui s'améliore là par rapport à des indicateurs, donc qui sont plutôt des indicateurs qui sont censés indiquer une tendance plutôt à moyen terme. On a vu aussi par exemple des PMI manufacturiers en Allemagne qui sont toujours contractés, mais qui étaient moins contractés que les trimestres précédents. Donc on a comme ça quelques petits signaux un peu faibles, mais qui vont quand même dans le bon sens pour l'Allemagne, mais malgré tout pas de quoi à court terme retirer les indices à la hausse. Rappelons quand même que le DAX notamment a surperformé ces derniers mois, a marqué notamment beaucoup de records historiques. Donc même si effectivement l'horizon semble un peu s'éclaircir pour l'Allemagne, un horizon quand même d'ici quelques trimestres, pas avant, mais c'est vrai que d'un point de vue des indices, là cette semaine c'était plutôt une semaine de baisse, réservée à la baisse pour les indices, pas très violente mais baisse quand même, parce qu'effectivement tous ces enjeux qu'on vient de citer, géopolitiques notamment, la Fed qui bouge pas, voilà, tout ce qu'on vient de citer a plutôt tendance à pressuriser un peu les marchés, même si c'est quand même très léger, que les faire rebondir fortement. Rapidement et en quelques secondes, ce qui nous attend la semaine prochaine, donc une semaine intéressante. Lundi, ça va commencer avec les PMI, ces fameux indices d'activité. On les aura pour l'Europe, pour le Royaume-Uni, pour les États-Unis, donc à la fois dans les services et dans les secteurs manufacturiers. Donc là aussi, c'est une espèce de baromètre, les PMI. C'est des anticipations des entreprises de différents secteurs, et elles nous disent ce qu'elles pensent, ces entreprises, des prochains mois en termes d'activité, de prix, d'embauche, etc. On aura lundi toujours les ventes de logements existants aux États-Unis. On aura également plusieurs speakers de la Fed qui vont s'exprimer donc lundi. Mardi, indice IFO, donc c'est le climat des affaires en Allemagne. On aura Jérôme Powell qui va, comme il le fait 2 fois par an, ça c'est la règle aux États-Unis, le président de la Fed 2 fois par an doit s'exprimer devant une des commissions du Congrès américain, et donc cette audition commencera, et donc il est questionné par les différents sénateurs. Ça commencera mardi, ça se poursuivra mercredi, donc c'est sur 2 jours que cet exercice se déroule. On aura mardi après-midi un indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board. Donc mercredi, on l'a dit, Powell, deuxième journée d'intervention devant le Congrès. Mercredi après-midi, donc des chiffres de logements neufs, les ventes de logements neufs aux États-Unis. Donc on va surveiller ça parce qu'on a vu que ce dernier chiffre n'était pas terrible d'un point de vue immobilier aux États-Unis. Toujours côté États-Unis, pas mal d'actu US la semaine prochaine. Le PIB final, donc le dernier chiffre de la dernière estimation donc, de la croissance américaine pour le premier trimestre. On rappelle que les 2 premières estimations étaient négatives, donc on verra si on termine là aussi sur une 3e estimation, un chiffre final qui sera lui aussi négatif. On aura jeudi également les commandes de biens durables aux États-Unis, et on terminera vendredi par des chiffres d'inflation aux États-Unis, l'inflation PCE. On rappelle qu'est l'inflation donc la plus surveillée par la Fed. Voilà pour ce podcast. À tous un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.